Bienvenue à tous. Durant ce podcast, je vais à la rencontre de personnes passionnées et passionnantes qui ont décidé d'innover dans le milieu de la santé. Biotech, medtech, e-santé, avant tout il s'agit de les découvrir, mais surtout de voir qui se cache derrière leur création et quels raisonnements ont-ils adoptés. Je suis persuadée que c'est à travers les échanges et les partages d'idées qu'on apprend le plus. Pour cela, je vais donc discuter avec des acteurs de ce milieu, entrepreneurs, VC, investisseurs et plein d'autres. Vous l'aurez compris, j'ai encore tout à découvrir et je suis ravie de le faire à vos côtés. Alors n'hésitez pas à me donner vos feedbacks, me dire ce que vous souhaitez découvrir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Pour ce tout premier podcast, je suis ravie d'accueillir Thomas Hibert, qui est l'un des fondateurs de DNA Script, avec Sylvain Gariel et Xavier Gaudron. DNA Script, c'est une biotech d'une 30aine de personnes aujourd'hui. Elle a été créée en 2014 et a levé environ 30 millions d'euros. Elle a gagné de nombreux concours et a reçu des financements publics et privés, notamment de la BPI France, Sofinnova et Illumina Ventures. DNA Script permet de synthétiser de l'ADN. Alors ça veut dire quoi concrètement ? L'ADN, en une phrase, c'est le support du vivant, qui est composé de l'enchaînement de 4 nucléotides A, T, C et G. Il faut voir ça comme une sorte de livre où il n'y a que 4 lettres. Et l'enchaînement des 4 lettres contient toute l'information d'un être vivant. D'autres entités vont venir lire ce livre et exécuter ce qu'il y a écrit dedans. Alors l'ADN peut être utilisé en recherche, en agroalimentaire, en chimie verte pour la synthèse de biocarburants par exemple, mais aussi en santé. Typiquement, il est possible de traiter des maladies génétiques incurables en administrant un ADN sain manquant chez le patient. Ces thérapies à base d'ADN sont en train d'exploser dans le monde entier et ont énormément de potentiel. Dans le corps humain, il faut que l'ADN soit synthétisé pour faire de nouvelles cellules. Pour cela, notre corps utilise une enzyme. C'est un terme pour une protéine qui rend possible certaines réactions. Pour la synthèse de l'ADN, c'est une polymérase. Dans l'industrie, l'ADN est synthétisé par voie chimique, en mélangeant des réactifs chimiques. Mais la pureté est limitée, la vitesse de synthèse et la taille du brin d'ADN aussi, ce qui limite un peu l'explosion de ce domaine. Cependant, DNA Script va, elle, copier le vivant et utiliser une polymérase. Le but étant d'étudier cette polymérase, afin de la comprendre, de l'ingénierer, la modifier pour améliorer ses propriétés et pouvoir l'utiliser hors d'un organisme vivant, afin de permettre une synthèse rapide et pure d'ADN. C'est un peu comme dresser un animal pour qu'il puisse devenir utile à l'homme. Sauf que là, on parle d'une protéine de l'ordre du nanomètre. Alors, durant ce podcast, on va parler d'éthique, des possibles applications de cet ADN, de comment Thomas a créé sa biotech, comment il l'a financée. Et si on reprend la métaphore de l'ADN et du livre, alors on va aussi voir qu'il est possible de rajouter des nouvelles lettres à l'alphabet ATCG, qui permet d'écrire un nouveau code génétique du vivant. J'ai eu la chance de travailler avec Thomas, et il a une boîte et une équipe incroyables et de belles idées. Je suis super contente de pouvoir discuter avec lui aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me donner vos feedbacks ainsi que ce que vous souhaitez découvrir. Bonjour Thomas Hibert, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Déjà parce que du coup j'ai travaillé à tes côtés et je suis personnellement très attachée à la boîte que tu as créée, DNA Script. Et aussi parce que je trouve que tu as un parcours super intéressant et du coup je trouvais ça super d'en parler avec toi aujourd'hui. Du coup tu as fait l'X, tu as fait ta thèse chez Sanofi il me semble, tu es passé chez Total, Amiris, tu as fait un petit saut à San Francisco et ensuite tu as fondé DNA Script, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais. J'ai commencé à faire des études d'école d'ingénieur classique à l'école polytechnique, donc à Paris. Ensuite, l'école polytechnique, ça se passe de la façon suivante. En dernière année, on doit se spécialiser et on va dans une autre école ou dans une autre université. Donc à ce moment-là, je me suis spécialisé en biologie et plutôt en génie biologique, comme on l'appelait à l'époque, qui serait plutôt maintenant les biotechnologies ou même la biologie synthétique. Okay. Et à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment intéressé au milieu et j'ai continué en stage chez Sanofi, ce qui m'a permis ensuite de trouver une thèse là-bas. C'était une thèse CIFRE, donc c'est une thèse un peu particulière où en fait on est à la fois dans l'industrie, parce que je travaillais vraiment dans les locaux, les labos de Sanofi, et j'étais quand même suivi par un labo académique en fait. Puisque mon directeur de thèse c'était quelqu'un du labo de l'X, des laboratoires de biologie de l'X,
et donc ça m'a permis vraiment de parfaire ma formation de chercheur et de scientifique. C'est vraiment ça qui a fait que maintenant je me considère vraiment appartenir à cette communauté scientifique. Avant c'est ingénieur et après c'est vraiment scientifique en plus de mon background d'ingénieur. D'accord. Et tu savais à l'entrée du coup de l'X te diriger vers la biologie ou pas du tout? C'est un truc qui s'est fait au cours du temps Pas du tout. Ouais, ça s'est fait vraiment en découvrant. Ce qui est de très bien, c'est pas une pub pour l'X, mais ce qui est vraiment de bien à l'X, c'est qu'on commence avec beaucoup de matière. On est un peu forcé d'ailleurs à sortir de notre zone de confort, à voir un petit peu plus que juste les maths, la chimie qu'on a en classe prépa, donc on a d'autres choses. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme un entonnoir en fait. On élimine petit à petit les matières qu'on n'a plus envie de suivre, et ça c'est une puissance hyper importante, c'est hyper motivant, et ça te permet de découvrir plein de choses et de laisser un petit peu de côté les choses que tu aimes moins, dans lesquelles tu n'as pas envie d'aller, et de ce fait moi j'ai redécouvert un petit peu la biologie parce que j'en ai pas fait en prépa, j'ai fait une prépa PC, et du coup la biologie j'ai vraiment adoré. Je me suis dit c'est la chimie que j'adorais en classe prépa, mais encore mieux parce que on peut coder les instructions pour faire en sorte d'avoir des nouvelles molécules, des nouveaux composés. Ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré en bio. Du coup, c'est parfait parce qu'on va du coup parler de DNAscript. C'est quoi DNAscript? Tu m'as fait une super transition. DNAscript, c'est exactement ça, c'est essayer de maîtriser cette molécule d'ADN qui est au centre de la vie en fait. C'est vraiment la molécule centrale qui permet de coder des instructions en biologie pour que des systèmes biologiques réagissent de la manière dont on veut en fait, dont on veut les utiliser pour faire des applications. Alors les applications au sens large, ça peut être trouver des nouvelles théories, trouver des nouveaux concepts biologiques très théoriques, ou même des applications hyper appliquées comme les médicaments, les biocarburants, le stockage de données en ADN, pourquoi pas un jour. Donc c'est vraiment ce qui a motivé ma création pour DNAscript, et aussi mon expérience personnelle, notamment chez Amiris, chez Total, dans tout ce qui est metabolic engineering, c'est-à-dire vraiment la biologie synthétique hyper dure en termes de développement, c'est-à-dire il faut vraiment mettre beaucoup d'ADN de synthèse pour arriver à développer quelque chose, et mon expérience a fait que j'étais très frustré de ne pas avoir accès à une technologie très performante de synthèse d'ADN, et c'est pour ça que j'ai créé la société. D'accord, et du coup, donc synthèse d'ADN, ça voudrait dire ce que tu m'as dit, donc des applications comme des tools scientifiques, des médicaments, mais est-ce qu'on pourrait penser à des choses beaucoup plus folles, je sais pas moi, comme par exemple créer une nouvelle espèce, ou genre des choses comme ça, c'est possible? Tu y as déjà pensé? On peut penser à des choses plus folles comme créer une nouvelle espèce, on peut penser à un truc auquel j'avais pensé, c'est créer des enzymes qui auraient des propriétés, des capacités de catalyse totalement loufoques. Et un des trucs qui me trotte dans la tête, c'est de me dire, en fait, toutes les polymérases, donc les enzymes qui travaillent à la polymérisation de l'ADN, elles travaillent toutes dans le même sens, puisque l'ADN est une molécule orientée, ça travaille tout de 5' vers 3'. Il n'y a pas autre chose. Et je me dis... qu'est-ce que ça ferait d'essayer de créer une enzyme qui travaillerait totalement dans l'autre sens et qui serait totalement nouvelle par rapport à cette capacité-là? Ça aurait des applications, à mon avis, hyper intéressantes, bien qu'un peu loufoques. Oui. Et typiquement, je me dis, avec les solutions, les technologies et les futurs produits qu'on développe chez DNAscript, eh bien, j'espère qu'un jour, on sera capable d'essayer d'explorer cette piste-là. Voilà, des trucs un peu comme ça. Des nouvelles espèces, si tu veux, c'est... oui et non. Moi, je trouve que y a toujours cette éthique qui est accrochée à ça. Ce que j'aime bien, c'est dans la biologie synthétique, c'est tout le champ de tout ce qui est XNA, donc tout ce qui est l'ADN orthogonal, donc qui n'utilise pas les bases canoniques ATCG et qui pour le coup n'est pas compréhensible par les êtres vivants tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc il y aurait des êtres vivants parallèles, il y aurait une espèce de vie parallèle, et les deux ne pourraient pas se parler ensemble, ce qui normalement résout tous les problèmes de biodiversité, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne sont pas dans le même monde, donc ils ne peuvent pas interagir de façon néfaste les uns avec les autres, et qui en plus ne posent pas de problème de contamination, d'interaction, on va dire, avec l'homme et les autres espèces. Donc ça serait effectivement une des applications intéressantes et un petit peu loufoque, comme tu dis, Maya, là-dessus. D'accord. C'est super intéressant, mais du coup je voulais un peu parler de l'éthique de tout ça. Je sais que tu l'as mentionné tout à l'heure,
Mais donc j'imagine peut-être que tu as souvent des gens qui te challengent un peu là-dessus, sur le fait que du coup on est en train de créer une enzyme, un OGM en quelque sorte, changer le vivant pour en faire un peu ce qu'on veut. Moi je trouve ça super intéressant, surtout vu les applications qui sont derrière. Mais du coup, est-ce que tu es beaucoup challengé à ce niveau-là, généralement, ou pas tant que ça ? Alors, on est assez challengé quand on a des discussions par rapport à des interactions avec le grand public. C'est-à-dire quand on est dans des émissions de radio, des émissions de télé, où on ne discute pas avec des professionnels, soit du domaine. Alors, quand je dis professionnels, c'est au sens large, ça peut être des investisseurs, par exemple. Les investisseurs challengent assez peu ça. Et pourquoi ils challengent assez peu ça ? Parce qu'en fait, nous, on s'adresse vraiment, on développe des solutions pour des professionnels. Et les professionnels pour qui on développe ces solutions-là, ce sont des chercheurs, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font et qui manipulent déjà ce genre de produit. Donc nous, on est là pour leur apporter une solution où c'est toujours pareil, on va plus vite, plus fort, moins cher, et on leur permet de faire des choses qu'ils n'ont pas fait avant. Mais tout ça reste dans leur cadre de leur mission en tant que chercheurs, soit du privé, soit du public. Donc ces gens-là, ils ont déjà des règles autour d'eux qui font qu'ils font pas ce qu'ils veulent et ils font pas n'importe quoi. Et le but de DNScript, évidemment, c'est de ne proposer cette solution-là qu'à des gens qui sont validés par leur gouvernement respectif. On va pas aller s'amuser à vendre ça à n'importe qui, n'importe où dans le monde. Oui, bien sûr. Et donc, en cela, on reste dans le cadre de la réglementation actuelle et de ce qui se passe. Après, l'autre point sur l'éthique, c'est une bonne question. Mais une question au-delà de ça, c'est que le monde, il bouge. Que DNScript, que la France, que l'Europe fassent des choses. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Voilà. Et donc, sur ce point-là, il y a une chose qui est sûre, et je peux même t'en parler de mes expériences précédentes, notamment chez Total, c'est que comment ça se passe dans ces nouveaux domaines ? Il se passe la chose suivante. Il y a des régulations qui sont mises en place, et ces régulations-là, elles sont mises en place entre les États et les industriels. Et à la fin, la régulation qui va arriver, qui va être subie par tous les pays dans le monde, que ce soit ceux qui ont participé ou ceux qui n'ont pas participé, sera tout le temps la même. Et par exemple, s'il n'y a que des industries américaines qui discutent avec le gouvernement américain pour mettre une régulation en place, eh bien l'Europe va devoir s'y conforter et s'y conformer. D'accord ? Donc ça veut dire que si on n'a pas de champion industriel en Europe, on ne va pas pouvoir faire partie de ces discussions-là. Et si on ne peut pas faire partie de ces discussions-là, on passe à côté de faire entendre notre voix. C'est hyper important. Il faut avoir des champions industriels. Alors ça peut être DNScript, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas à la table pour faire en sorte de dire non, c'est nous qui maîtrisons la technologie, nous on est une boîte européenne et nous on pense que ça doit être comme ça parce que c'est notre esprit, c'est notre éthique issue de cette région-là du monde, et dans cette région-là du monde on pense comme ça. Comme nous on maîtrise la techno, on va pouvoir dire la régulation elle sera comme ça. Et ça c'est vraiment hyper important parce que dans tous les cas, les Chinois et les Américains, pour citer deux on va dire nations qui avancent très très vite dans ce domaine, ils vont pas nous attendre et ils vont en avoir rien à faire que par exemple la France ait mis dans sa constitution le principe de précaution. C'est déjà le cas pour plein de domaines dans la bio et la bioéthique et ils attendent personne. Ouais, c'est vachement intéressant en fait. Donc ça veut dire que mine de rien, en créant du coup des nouvelles entreprises super innovantes, on peut du coup un peu fixer les lois et en discutant bien sûr avec l'État, mais les établir un peu avec eux, en leur expliquant ce qu'on fait, qu'ils le comprennent et après un peu aller à tâtons. Exactement, c'est avoir les informations et avoir la clé de la technologie. Et ça c'est vraiment très important parce que celui qui a la clé de la technologie, et là je parle au sens large, c'est-à-dire l'État, la nation ou le groupement quand tu penses à l'Europe, c'est eux qui vont pouvoir appuyer dans un sens ou dans un autre. Sinon les autres ils seront juste là, ils auront accès à la technologie. Mais du coup spécifiquement en santé, j'imagine, est-ce qu'il y a en santé, en biotech, autour de la biologie, il y a des réglementations du coup spécifiques qui ralentissent un peu les choses, ou du coup non, par rapport à ce que tu m'as dit, ça ralentit pas parce que les règles sont pas encore établies et du coup il faut les fixer? Alors, non, tu peux pas ouvrir un labo n'importe comment, tu peux pas le faire vraiment dans ta cuisine, même si, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de do-it-yourself ou de garage bio. En vrai, et c'est très bien comme ça, en tout cas moi je trouve ça très bien. Comme la bio c'est difficile, le faire dans sa cuisine, généralement t'as pas accès à énormément de choses, du coup tu peux pas aller très loin dans tes recherches et dans ce que tu peux faire, ce qui encore une fois moi je trouve ça très bien. Du coup il faut que ça soit fait dans un certain cadre
Et ce cadre-là, il faut qu'il soit reconnu par les autorités, il faut que tu aies les autorisations, mais ces autorisations-là, elles sont pas, si tu es quelqu'un de sérieux, elles sont pas difficiles à avoir. Par contre, dans le processus de création d'une entreprise, créer une entreprise dans le domaine des life sciences, de la biologie, c'est quelque chose de particulièrement difficile par rapport à créer son entreprise, par exemple, dans le domaine de la tech ou autre chose, parce qu'il te faut un labo, il te faut des locaux spécialisés. Et il te faut aussi des personnes avec toi qui ont des profils spécialisés, même si c'est vrai dans d'autres domaines, c'est particulièrement vrai pour la bio. Et ça veut dire qu'effectivement, tu ne vas pas pouvoir arriver à démarrer ton entreprise en ayant juste un PC et te dire bah voilà, je vais travailler le soir et le week-end chez moi, dans mon lit, dans mon canapé. Ça ne va pas marcher. C'est pas ça le truc. Il faut des infrastructures qui sont particulièrement compliquées à avoir. Et c'est pour ça que pour DNScript, nous on a commencé à l'Institut Pasteur qui nous a apporté justement cette logistique et ce cadre pour nous permettre de démarrer. Sans ça, on n'aurait juste pas pu démarrer. Et même monter un labo de toutes pièces, ça demande quand même un investissement conséquent et du coup, c'est plus du tout les mêmes données financières pour démarrer une boîte. C'est-à-dire que tu dois soit lever beaucoup plus d'argent, soit tu vas beaucoup moins vite et dans tous les cas, c'est pas aussi bien. Oui, bien sûr. Et du coup, tu sens que c'est plutôt Pasteur qui t'a vraiment donné qui a vraiment donné un coup de pouce à DNAscript. Après, j'ai vu aussi que tu avais été, par exemple, incubé chez Agoranov à un moment. Dans quel sens ils t'ont aidé, en fait ? Alors, d'abord pour répondre à ta première question, oui, Pasteur a été un moment déterminant. En fait, le moment de création, il y a eu la création de l'entreprise DNScript, c'est-à-dire la mise en registre du commerce, dépôt des statuts, tout ça. Donc ça, c'est la création, on va dire, administrative. Mais la création effective de DNScript, ça a été le moment où on a réuni trois choses en même temps. On a réuni la première levée de fonds autour de Friends and Family. On a réuni le fait d'avoir de la propriété industrielle, donc de l'API bien au carré. On avait déposé nos premières demandes de brevets et surtout on avait la collaboration avec l'Institut Pasteur, donc qui nous permettait de démarrer opérationnellement les manips. C'est ça qui a vraiment lancé, on va dire, DNScript. Et tout arrive sur cette date-là, t égale 0, et tout part de là. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question. Pour l'autre question par rapport aux incubateurs, les incubateurs, alors ils apportent beaucoup de choses, c'est presque un sujet en soi. Dans le cas d'Agoranov, par rapport à ce matériel, à cet environnement logistique, c'est-à-dire les paillasses, les machines, l'environnement en tant que tel, le consommable général, tout ça, ils n'ont rien apporté du tout. Agoranov, c'est des locaux où tout est vide et il y a très peu de choses en commun, en tout cas chez Agoranov, mais même chez Paris Biotech Santé, je pense. À l'ESPCI, c'est un peu différent, on a été incubé aussi à l'ESPCI, mais il t'apporte quelque chose d'autre, il t'apporte clairement un cadre, un accompagnement, il t'apporte un carnet d'adresses qui est extrêmement important, des contacts, voilà. Mais pour le coup, par rapport à ce qu'on vient de dire, logistiquement parlant, non, il t'apporte rien. Nous, on était presque virtuellement incubés chez Agoranov en fait. D'accord, c'est beaucoup plus clair du coup pour moi. Donc je voulais un peu comprendre le cheminement de pensée qui t'a amené à créer en fait DNAscript. Donc oui, tu m'as un peu expliqué. Donc déjà il y a eu chez Total le fait que c'était un peu difficile de créer de l'ADN en fait. C'était un peu frustrant pour toi. Alors du coup je vais un peu tourner ma question différemment. Quel a été le déclic en fait ? À quel moment tu t'es dit allez c'est bon, j'arrête Total, je me lance et je commence à créer DNAscript ? Ok, alors ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu un jour où je me suis réveillé en criant Eureka, ça y est, je vais créer DNScript. Non, ça s'est fait très très progressivement même. Ça a pris, je dirais que cette phase de maturation a pris quasiment 1 an et demi. 1 an et demi pendant lequel aussi j'étais là à maîtriser totalement mon temps. C'est-à-dire que si je voulais m'investir énormément, j'y passais toutes mes soirées, tous mes week-ends, tout mon temps libre je pouvais passer. Ou si je voulais moins m'y investir, justement, j'y passais un peu moins de temps. Donc, si tu veux, le concept général, enfin, où ce besoin, ce ressenti, cette frustration, c'est né de la frustration chez Total de ne pas avoir accès justement à l'ADN de synthèse que je voulais.
petit à petit, à partir de là, de cette frustration, je me suis dit, je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, ce problème qui, à mon avis, est mal résolu, mais quand même un petit peu résolu, parce que l'ADN de synthèse, ça existe déjà, il y a un marché et tout ça. Donc je me suis penché sur la question, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est pas plus efficace. Donc dans ce cas-là, je me suis moi-même éduqué sur la question, j'ai regardé des tonnes de choses pour savoir. C'est là où je me suis aperçu, par exemple, que la technologie était vieille de 40 ans. Et donc pour moi, ça a été un signal fort. Je me suis dit, une technologie qui est vieille de 40 ans, il est temps vraiment de changer de paradigme. Et il y a plein de cas dans la vie où ça a été ça. Ça a été ça, par exemple, j'ai lu récemment dans un bouquin hyper intéressant, ça a été ça dans le cas des excavateurs. Avant, ils étaient tous à câble. Quand l'hydraulique arrive, ça révolutionne le truc. Ça a été le cas dans les disques durs. Ils ont été à plateau pendant longtemps qui tournaient. Alors, il y en a encore dans certaines applications, tout comme les excavateurs à câble, mais dès que les solid state disks sont arrivés, ça a été une innovation de rupture qui est arrivée. Et donc j'avais ça en tête, j'étais aussi à San Francisco, donc ça a aidé énormément d'avoir ces notions d'innovation de rupture en tête, et je me suis dit, il faut apporter une innovation de rupture dans ce champ-là. Et l'innovation de rupture, je me suis dit, c'est simple, moi je travaille dans l'ingénierie métabolique, donc je travaille en fait à faire quoi ? À faire des réactions qui ont un sens avec des enzymes, qui ont un sens dans le terme pour faire des biocarburants par exemple ou de la chimie verte, et je les fais avec des enzymes. Pourquoi ? Parce que les enzymes sont les meilleurs catalyseurs connus au monde pour faire ce type de réaction là. Elles fonctionnent dans des milieux aqueux, il n'y a pas besoin de solvants organiques dégueulasses, elles fonctionnent à température proche de la température ambiante ou 37 degrés, on est loin des 200 ou des 400 degrés ou même des 1000 degrés dans certains réacteurs chimiques. Elles fonctionnent à pression atmosphérique, on est loin des 200 bars dans certains réacteurs et tout ça. Et pourtant, les réactions sont encore plus efficaces que quand tu te mets dans des conditions extrêmes. Et ça, c'est grâce au fait que les enzymes sont les meilleurs catalyseurs au monde. Et je me suis dit, tu vois le cheminement. C'est d'abord frustré, voici le problème. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est pas mieux adressé aujourd'hui ? Et ensuite, innovation de rupture, quoi faire ? Et il faut faire ça avec des enzymes. Donc c'est comme ça que le cheminement de pensée s'est fait par rapport à l'idée, le concept. Donc ça s'est fait pendant que j'étais encore à San Francisco. J'avais pas mal de temps libre à l'époque, donc je réfléchissais pas mal à ces choses-là. J'en discutais aussi autour de moi, notamment avec Sylvain, un des cofondateurs de DNScript. Au bout d'un moment, je suis rentré en France, et là, je me suis dit, j'avais encore plus de temps libre, je me suis dit, là, je vais vraiment essayer de voir jusqu'où je peux pousser le truc. Et donc petit à petit, en fait, c'est vraiment comme si tu montais un mur, ou tu faisais une maison, brique après brique, tu vois l'édifice commencer à se construire. Tu te dis, je pourrais faire ça, je pourrais regarder un peu plus, voilà. Et petit à petit, tu mets les choses en place. Et alors le moment où j'ai décidé de quitter Total, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où le triptyque arrive, propriété industrielle, premier financement et collaboration avec l'Institut Pasteur pour pouvoir démarrer de façon opérationnelle le travail. Voilà, c'est ce moment-là. Je m'étais mis ça dans la tête un petit peu avant. Je ne suis pas décidé sur l'instant. Je me suis dit, lorsque ces trois choses sont réunies, c'est bon, je peux quitter Total pour me lancer 100% dans l'aventure. D'accord, c'est génial. En plus, j'avais une question auquel tu as répondu. En fait, c'était vraiment l'environnement entrepreneurial qu'on peut... par exemple, typiquement San Francisco. Je me suis dit, est-ce que vraiment on sent que ça nous booste réellement Alors, oui et non, parce qu'à San Francisco, moi, je suis quelqu'un d'assez critique, et quand je voyais des gens revenir toutes les semaines avec un concept différent, qui n'était pas la route et qui était vraiment hyper bancal en termes de valeur, de proposition de valeur, et j'ai réellement rencontré des gens qui 3 semaines d'affilée sont revenus avec le même concept, pas avec le même concept justement, mais en me disant la première semaine, voilà mon concept, j'y comprenais rien, je trouvais ça nul. Le mec me dit mais si c'est génial, ça va être terrible. Et la semaine d'après il revient, je lui dis alors il est où ton concept ? Il me dit non en fait j'ai abandonné, j'ai ça, je n'y comprends toujours rien, je trouve ça toujours nul. Mais le mec me réaffirme que c'est génial, et le 3e semaine il va rechanger d'idée. Et à chaque fois il va me dire c'est une idée géniale, c'est le top du top, et j'y comprends rien, et voilà. Et donc c'est un peu paradoxal, parce que justement moi ça m'a servi à me dire non mais moi je veux pas du tout faire ça, moi il me faut un sujet hyper solide, un truc vraiment où il y a de la matière, il y a de la matière scientifique, il y a de la matière technique, et il y a une proposition de valeur qui est hyper claire. On va faire un truc concret. Voilà. Donc ça m'a aidé là-dessus à me dire, à m'orienter sur ce que je voulais ne pas faire. Par contre là où tu as raison sur on va dire l'écosystème
d'innovation et d'entrepreneuriat, c'est clair que tu as un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc même quand tu es quelqu'un d'assez critique comme moi, forcément, tu vois, ça traverse les pores et tout, et tu es quand même baigné là-dedans inconsciemment. Mais ce qui a fait surtout énormément en faveur de ça a été le fait que à San Francisco, j'étais en colocation avec... alors, c'était un autre Français, mais on baignait dans le même environnement. Donc, on était baigné dans cette soupe d'entrepreneuriat et d'innovation. Et lui avait décidé de créer son entreprise dans un domaine complètement différent. Lui, c'était les sièges d'avion. Et en fait, ça a été vraiment comme mon mentor un petit peu à me montrer que c'est possible de faire ça. Je connaissais pas les détails, on n'en parlait pas énormément, il m'en parlait quand même un petit peu, on avait des discussions assez haut niveau, mais en tout cas, à ses côtés, je me suis vraiment dit, en fait, c'est vraiment possible de faire ça. Donc pourquoi pas ? Et lui, du coup, tu le connaissais pas avant, tu l'as rencontré à San Francisco ou... Je l'ai rencontré à San Francisco par l'intermédiaire de Sylvain, et en fait, on a adoré tout de suite discuter justement sur des sujets d'industrie, d'économie, d'innovation, d'entrepreneuriat, et super vite, on s'est dit, moi j'avais un appart assez grand, lui cherchait un logement, alors je me suis dit, on va se mettre en coloc, et grâce à ça, ça nous a permis de vivre plein de choses vraiment top à San Francisco, dont cet esprit entrepreneurial. D'accord. Et pourquoi être rentré ? Je suis rentré, c'est simple, il y avait un aspect assez personnel, parce que moi je voulais retrouver ma copine avec qui j'étais séparé depuis 1 an, c'était un petit peu dur la relation à distance. Il y avait aussi un aspect hyper pragmatique au niveau de mon emploi chez Total, c'est-à-dire qu'à Myris, j'avais été envoyé là-bas pour travailler sur un sujet qui était développé du carburant aviation, du biojet fuel, et pour plein de raisons que je vais pas énumérer ici, mais ce projet-là s'est stoppé. On m'a proposé d'aller sur d'autres projets, mais ça ne m'intéressait pas du tout. C'était pas une technologie sur laquelle j'avais envie d'aller. Du coup, pour plein de raisons, j'ai pu rentrer en France à ce moment-là, et donc c'est ça qui s'est fait. Donc, tu vois, c'est à la fois une combinaison professionnelle, personnelle. Ok. Ça marche. Et donc, du coup, on a parlé un peu de Sylvain aussi, quand même, le cofondateur de DNA Script. Ouais. Tu l'as rencontré où, du coup, Sylvain ? Alors, je l'ai rencontré chez Total quand j'ai commencé chez Total en 2010, donc juste après ma thèse chez Sanofi. J'ai été embauché par Total en 2010. Lui était stagiaire chez Total. Il avait encore quelques mois de stage, et moi, je venais d'être embauché. Du coup, on n'avait pas tant de différence d'âge que ça. Et surtout, on était parmi les jeunes chez Total, et donc on s'est très vite, on a vachement discuté, surtout qu'il travaillait aussi sur le cas Amiris, sur une autre partie, on va dire, du projet de collaboration entre Total et Amiris, donc on avait aussi des sujets communs. D'accord. Et donc, quand tu as commencé à lui expliquer un peu, j'imagine que vous avez énormément discuté du coup sur vos projets communs et tout, et donc tu as commencé un peu à lui expliquer tes idées, et il était dans la même longueur d'onde que toi, c'est ça ? Ouais, assez vite, on s'est beaucoup retrouvés sur plein de sujets avec Sylvain, et notamment sur le sujet de notre intérêt pour les biotechnologies, et notre intérêt aussi pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc évidemment, moi je me souviens, à San Francisco, j'appelais assez régulièrement Sylvain pour lui parler un petit peu justement de biotechnologie et d'innovation, et assez régulièrement on faisait une espèce de revue d'idées pour voir est-ce qu'elle pouvait marcher ou est-ce qu'elle ne pouvait pas marcher. Et très souvent, on arrivait justement, c'était assez dans le domaine de l'ingénierie métabolique, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire telle molécule qui aurait tel intérêt pour faire, je sais pas, des plastiques renouvelables ou des trucs comme ça, quel serait le marché, est-ce que ça serait facile et tout ça. Et on en arrivait tout le temps à cette espèce de... pourquoi est-ce que ces projets seraient successful, pourquoi est-ce qu'on y arriverait, alors qu'on sait très bien quel est le problème dans le monde de la biologie synthétique et dans le metabolic engineering, c'est que les outils sont pas assez performants pour aller suffisamment vite, suffisamment fort, et aller dans les timelines des investisseurs. Et du coup, c'est là où a germé l'idée, et ça c'est vraiment quelque chose qui vient énormément de Sylvain, de se dire, au lieu d'être les chercheurs d'or, de se dire on va faire comme tous les autres, on va creuser en espérant trouver un filon et devenir riche.
est successful, et donc avoir un projet qui tient bien, un gros marché avec une technologie qui marche et tout ça, à la place on dit on va fournir des pelles à tous ces chercheurs d'or et que les gars ils trouvent de l'or ou pas, ils continueront à creuser, continueront à acheter des pelles. Et c'est comme ça qu'on s'est dit DNA Scripts c'est un projet hyper intéressant au sens que ça répond à cette question, c'est de l'innovation de rupture, ça nous passionne et donc ça avait un petit peu coché toutes les cases de ce qu'on aimait. Du coup, tu sens que tu es assez complémentaire avec Sylvain et aussi en même temps sur la même longueur d'onde, quoi, en fait. Exactement, on est hyper complémentaire avec Sylvain, je pense que c'est ce qui fait notre force. Je pense qu'on est un trio hyper complémentaire et qui avons en même temps les mêmes axes d'intérêt, notamment sur l'entrepreneuriat, sur la biologie et des visions très très similaires aussi. D'accord. Et du coup, concernant les personnes qui t'entourent au moment où tu décides de lancer ta boîte, est-ce qu'ils te prennent un peu pour un fou ? Est-ce qu'ils t'encouragent ? Est-ce qu'ils veulent essayer de comprendre ce que tu veux monter ? Enfin, en gros, comment ça s'est passé un peu pour toi ? T'as senti que ça a été un tremplin ou que ça a été un peu difficile et qu'il a fallu un peu te batailler? Dans mon cadre d'amis, la plupart de mes amis, surtout ceux que j'ai rencontrés à San Francisco, donc qui toujours ont baigné dans cette soupe, ont été super supportives. Ils trouvaient ça génial que je me lance là-dedans. Au niveau de ma famille, ils ont aussi tout de suite compris. Même si pour eux c'était hyper compliqué l'ADN, c'est le projet et je pense qu'il y a pas mal de membres de ma famille qui se demandent encore ce que je fais, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais ils ont été très supportifs. Ma femme Aude moi je considère qu'on fait l'aventure à deux parce que elle est vraiment à fond dans le truc. Tu vois, les locaux ici c'est elle qui les a designés, elle nous aide aussi dans différentes parties, mais surtout elle est super présente parce qu'elle est là pour m'aider tous les jours et supporter un petit peu cette aventure avec moi, donc ça pouvait pas aller sans son support. Du coup, ta femme est dans un tout autre milieu, elle est design d'intérieur, c'est ça ? Elle est architecte d'intérieur, elle est dans un tout autre milieu, mais elle me demande régulièrement comment s'est passé mes journées. Enfin, on fait beaucoup d'interactions ensemble, si tu veux. Donc c'est vraiment donc quand je lui parle de nouveaux locaux, évidemment ça l'intéresse, ça éveille sa curiosité. Sûr. Non mais c'est génial. Et du coup elle a fait le logo aussi, il me semble, ou pas? Oui, je l'ai pas mal sollicité pour faire le logo parce que moi mes skills de designer et tout ça sont plutôt pas bons du tout. Donc elle, au contraire, elle a pas mal de talent là-dessus. Et donc c'est elle qui m'a aidé à designer le logo que moi j'aime bien. Après, tout le monde n'aime pas bien. Moi j'aime bien le logo. Je suis plutôt content de ce logo. Elle m'a aidé. Mais voilà, ça c'est des petits trucs un peu concrets, mais vraiment au jour le jour. Je pense que tu peux pas faire un projet d'entrepreneuriat sans si t'es avec quelqu'un sans que cette personne-là comprenne qu'elle va être dans l'aventure aussi. Et d'ailleurs, je retourne vraiment en arrière, mais ça m'a fait tilt le fait que t'aies fait Polytechnique. T'aurais pu en fait rejoindre tant de projets super intéressants déjà existants. Et du coup, tu t'es peut-être pas dit à un moment, bon, ok, je veux synthétiser de l'ADN, mais pourquoi pas essayer d'aller rejoindre des gens qui essayent de trouver des manières innovantes de le faire et vraiment créer moi-même mon propre truc. T'as un peu la fibre peut-être entrepreneuriale au fond de toi Ça peut-être, c'est plus une observation un peu à faire a posteriori que maintenant un petit peu à chaud, mais je dirais que je me suis pas énormément posé la question, et deux, quand cette idée a germé, je me suis dit j'ai vraiment envie d'essayer de la pousser jusqu'au bout, un petit peu à la fois comme un défi, comme aussi me dire il faut essayer vraiment de voir. C'est super d'avoir plein d'idées et tout, mais en fait avoir des idées c'est plutôt simple. Maintenant voyons comment tu fais, Thomas, pour essayer d'aller vraiment au bout du truc, et comment dans un temps relativement raisonnable je vais pouvoir transformer ça en quelque chose de concret. Alors au départ c'est juste avoir des résultats, parce que conceptuellement comment est-ce qu'on fait pour fabriquer de l'ADN avec des enzymes,
enzymes, bah voilà, d'abord il faut avoir des résultats pour montrer que ça peut marcher un petit peu, puis après il faut prendre ces premiers résultats et les transformer en quelque chose de robuste. Bah voilà, ça peut, on est au niveau, parce que évidemment les performances quand elles débutent, elles sont vraiment en deçà de ce que la technologie classique fait, donc il faut monter les performances jusqu'à ce que la technologie classique fait. Normalement les performances, la montée en performance va aller beaucoup plus vite, et en tout cas c'est ce qu'on a fait chez DNScript, parce on est à peu près au bout de 4 ans, là où la chimie a mis 35 ans à arriver, donc ça on a plutôt validé, et donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et après il faut aller encore au-delà, et donc il faut avoir un peu tout ça en tête, parce que tout ça, il y a une timeline importante associée à ça, et si on essaye d'innover dans tous les domaines, partout, ça rajoute des risques et ça rajoute du temps d'exécution, donc il faut avoir une sorte de filtre. Tous ces raisonnements-là, c'est des choses qui doivent un peu être présentes dans ta tête. Comment gérer en fait un peu le stress de tenir une boîte, de créer sa boîte, de devoir exécuter, de devoir avoir des résultats, d'avoir aussi les investisseurs derrière. Comment tu arrives en fait un peu à gérer tout ça, ou de nature t'es plutôt calme et zen ou... Ouais, alors je pense qu'il faut prendre, même si on n'a pas beaucoup de temps, il faut avoir le maximum d'informations, et notamment via les personnes qui travaillent dans les équipes et tout ça, avant de prendre une décision par exemple. Les choses se font aussi progressivement. Déjà l'entreprise elle change, la physionomie de l'entreprise change, surtout quand dans le cas de DNScript on a une forte croissance, des effectifs, on a une forte croissance du financement, on a une forte croissance de l'organisation, de ce qu'on fait. Avant on se focalisait sur des petits trucs, en tout cas moi quand j'étais à la Paillasse au début, je me focalisais sur une activité qui aujourd'hui est une équipe de 5 personnes, et on a ajouté à ça plein d'autres équipes. Donc tout ça fait que la société change, et donc toi tu es là pour accompagner un peu ce changement. Et pour manager un peu le stress, toutes les choses à faire, il faut aussi des fois savoir un peu se retourner sur le travail qui a été fait, parce que nous, ce qu'on essaye de choisir, et je pense que tu l'as compris, là, si tu veux, moi par exemple, je m'occupe de toute l'IP là, et aujourd'hui, ce que je fais concrètement là depuis quelques jours, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui va s'occuper de l'IP à ma place. Pourtant, j'adore l'IP, c'est vraiment un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et là, j'en suis arrivé à un stade où c'est sûr, et alors, notamment en discutant autour de moi, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je mettais à risque cet aspect-là de l'entreprise parce que j'étais pas assez présent sur le truc, je suis pas assez professionnel, j'ai aucune formation en IP, et donc il est vraiment temps que je me vire de cette position de IP manager pour embaucher vraiment quelqu'un qui va être bien meilleur que moi là-dedans, quoi. Ouais, tu sens que maintenant il est arrivé le temps de déléguer. Voilà. Et ça c'est vrai pour tout, parce qu'au début je faisais beaucoup de choses, et c'était vrai aussi pour Sylvain et Xavier, et au fur et à mesure nos rôles changent, et entre guillemets on fait en sorte d'avoir de plus en plus de personnes qui prennent vraiment certains aspects de notre travail en main, parce qu'ils le font beaucoup mieux, ils peuvent dédier beaucoup plus de temps, ils ont beaucoup plus d'expérience, ils sont meilleurs que nous à le faire. D'accord, c'est génial. Et du coup, je voulais, on arrive un peu sur la fin du podcast, un peu savoir, c'est des questions courtes, du coup, si tu devais vraiment trouver quelques mots, des atouts principaux en fait d'un bon entrepreneur pour toi. C'est un peu difficile de répondre, mais moi, en tout cas dans mon référentiel, et ça n'engage que mon avis, c'est vraiment avec juste ton mon expérience qui est à la fois peut-être un petit peu significative, mais à la fois elle est très très faible encore, hein. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui... en tout cas dans le domaine de la bio, qui fait la part des choses, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est toujours critique des résultats. En fait, même quand tu es à la tête d'une entreprise, il ne faut pas croire que ça y est, c'est bon, super, je fais ce que je veux, je suis absolument tout puissant dans le truc. Non, je pense que c'est vraiment une mauvaise façon d'aborder les choses. Au contraire, il y a plein de pression. Il y a de la pression de l'extérieur, du monde extérieur, du conseil d'administration, du board. Il y a la pression des gens qui sont avec toi à peu près au même niveau de management. Il y a la pression des gens qui travaillent pour toi dans le management intermédiaire, et des équipes. Et tout ça, il faut le prendre en compte, et il ne faut pas se dire non, en fait je fais ce que je veux parce que j'ai décidé que ça serait comme ça, et donc voilà. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit hyper importante. Et un peu de bienveillance aussi. Beaucoup de bienveillance, même beaucoup de bienveillance. Ce que tu dis. Voilà, et il faut aussi essayer d'avoir la meilleure communication possible, franche
et très ouverte, être présent pour les gens. Voilà. Ça, je pense que c'est important pour bâtir une équipe. À la fin, l'équipe, moi je considère que c'est le centre de l'entreprise. Sans l'équipe, l'entreprise c'est rien, même avec les plus belles idées, même avec les meilleurs cofondateurs du monde. Il faut vraiment bâtir une équipe, c'est la clé du succès. Et donc pour bâtir une équipe, c'est travailler avec des êtres humains, c'est pas des machines. Donc il faut arriver à motiver, il faut arriver à créer cet écosystème d'excellence et à arriver à fédérer autour de quelque chose. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et est-ce que tu te rendais compte dès le début en fait que le management allait être si compliqué en quelque sorte, pas compliqué mais c'est quand complexe. même c'est complexe quoi. Non, mais ça fait aussi partie des choses que tu apprends en cours de route quoi. Voilà, et ça c'est génial parce que quel que soit ce que deviendra le projet, que ce soit le projet d'InScript ou n'importe quel projet qui est en train de se lancer maintenant, le chemin parcouru, l'apprentissage qui fait vraiment énormément grandir les gens qui sont à l'intérieur et notamment les cofondateurs, ça c'est vraiment génial. C'est une aventure en soi. C'est comme entre guillemets essayer d'explorer l'Antarctique quand c'est jamais exploré encore. Oui. Tu apprends énormément de choses. Il y a des gens qui disent que c'est entre guillemets la dernière aventure humaine et je pense que c'est vraiment vrai. C'est vraiment, tu ressors changé et grandis dans le sens personnel, humain, mais dans le sens aussi professionnel. Tu apprends des tonnes de trucs et tout, et ça c'est vraiment génial. Et ça c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, sera acquis pour toi. Du coup, est-ce qu'il y a des boîtes ou des personnalités qui ont monté des choses que tu estimes particulièrement? Après, je sais que tu es entouré de plein d'entrepreneurs super intéressants, j'en doute pas. Nous, vraiment, la boîte qui nous a vraiment beaucoup inspiré et qu'on utilise beaucoup dans nos présentations pour essayer de vraiment mettre le concept de DNScript en une phrase, c'est Illumina. C'est ceux qui ont fait à peu près ce qu'on essaye de faire, mais dans le monde du séquençage, de la lecture de l'ADN. Nous, on fait l'écriture. Et cette boîte-là nous a vraiment inspiré. Elle nous a inspiré vraiment par rapport à son innovation de rupture qu'elle a mis, par rapport à son histoire, comment elle s'est construite, par rapport à son business model, par rapport au succès qu'elle a. C'est vraiment une boîte qui est inspirante pour nous. Donc voilà. Après, une personne, c'est un petit peu compliqué parce que je pense pas que j'ai pris assez de temps pour m'intéresser à beaucoup d'entrepreneurs. Les grands entrepreneurs que tout le monde connaît comme Steve Jobs et Elon Musk, c'est des gens qui forcément m'impressionnent énormément, mais je pense pas les connaître assez leur histoire pour vraiment voilà. Et il y a plein de gens sur ma route que j'ai rencontrés qui m'ont tous plus ou moins inspirés à leur façon. Il y a même ton coloc à San Francisco typiquement. Mon coloc à San Francisco m'a vachement inspiré pour l'aspect entrepreneurial. Les gens que j'ai rencontrés à Pasteur, notamment un des professeurs émérites qui nous a aidés pour les premiers contacts, m'a vachement inspiré par rapport à sa vision de la chose, sa vision de l'éthique justement. Il y a des tonnes de personnes qui t'ont inspiré. Vraiment, je pense que justement c'est aussi un truc, c'est vraiment avoir cette ouverture là aussi au monde et se dire en fait j'ai pas vraiment accompli beaucoup de choses, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et prendre de l'extérieur c'est hyper important. Et c'est vachement intéressant. Et est-ce que du coup il y a des livres peut-être qui t'ont inspiré ou qui te plaisent, ou des livres que tu conseillerais aux auditeurs? Ouais, j'adore un particulièrement qui s'appelle, en anglais c'est From Good to Great, et c'est de la performance à l'excellence. Je crois en français la traduction française est très mauvaise, mais bon c'est pas grave, c'est assez technique. Je trouve qu'il y a un livre qui est vraiment hyper bien fait parce que justement il compare des boîtes qui sont dans le même domaine, qui ont mis en place des fois consciemment ou inconsciemment des choses qui ont fait qu'elles ont overperformé, mais de x10, x30, x40 par rapport à des entreprises de référence, juste parce qu'elles ont eu un état d'esprit. Les deux entreprises à l'origine avaient toutes les cartes en main pour faire à chaque fois la même trajectoire d'excellence, mais il y en a une qui a vraiment excellé, et l'autre qui justement n'a pas mis en place ce genre de choses et qui n'a pas excellé. Et c'est une analyse pratiquement scientifique, il décortique c'est un raisonnement scientifique en disant voilà, j'ai juste observé ça, maintenant je veux comprendre pourquoi ce phénomène existe, et c'est super. C'est super parce qu'en plus il y a plein de fois où ça va à l'encontre de certaines croyances populaires. Par exemple, pour être à l'excellence, il faut un PDG de malade qui a un charisme fou, qui va parler partout et fort, qui va affirmer ceci et cela. Il démonte totalement ce genre de truc.
Et donc c'est un livre pour ça que j'adore, parce que c'est des trucs hyper... Enfin, c'est juste de l'observation, donc tu peux pas remettre en cause, c'est juste ça a existé. Et en plus, comme ça a existé dans plein de... C'est sur des entreprises de plein de domaines différents où ils ont réussi à croiser les informations et à voir qu'il y avait des trucs qui étaient communs à tout ça, bah c'est vraiment, pour le coup, c'est de l'expérience empirique, et voilà, ça a existé. Tu peux pas dire, ah oui, c'est une théorie, le mec l'a inventé, et, ouais, c'est super, ça look good, mais est-ce que c'est vrai, quoi? D'accord, bah du coup je vais le lire, hein. From Good to Great, c'est ça? Ouais, From Good to Great, je te le conseille vraiment, c'est vraiment top. Et du coup, pour terminer, Thomas, où te contacter? Via DNScript, parce que mes mails personnels, j'ai très peu de temps pour les lire. Oui, bien sûr. J'ai pas de... Le mieux, c'est de me contacter par DNScript. Il y a aussi des mails, vous pouvez m'envoyer des mails à DNScript, il n'y a pas de problème. Ok, super. Bah, merci énormément Thomas pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, c'était super intéressant. Merci Maya, bon courage à toi et bonne continuation. Je pense que c'est vraiment hyper utile ce que tu fais. Merci. Alors nous sommes arrivés à la toute fin de ce tout premier podcast. Je vous remercie énormément de l'avoir écouté. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai personnellement beaucoup apprécié échanger avec Thomas et je compte sur vous pour me donner vos feedbacks, absolument. Je tenais à m'excuser de la qualité du son qui n'est pas géniale. J'ai compris ce qui n'allait pas et les prochaines fois seront bien mieux. Merci encore, j'attends vos retours absolument et à bientôt.